Un pays africain vient de claquer la porte au visage de Donald Trump et l'Amérique tremble. Le Burkina Faso a dit non à Washington et ce refus choque le monde entier. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment ce petit pays défie la première puissance mondiale. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de cette histoire explosive qui redéfinit l'Afrique. L'impensable vient de se produire. Dans un monde où les nations africaines courbent traditionnellement l'échine devant les exigences occidentales, un pays a osé l'inimaginable. Le Burkina Faso, cette nation enclavée du Sahel, a claqué la porte au visage de l'administration américaine avec une fermeté qui résonne comme un coup de tonnerre dans les chancelleries du monde entier. La demande était simple, mais profondément humiliante. Accueillir sur son territoire des milliers de personnes expulsées des États-Unis, des individus sans aucun lien avec le pays, transformant ainsi le Burkina Faso en une décharge humaine pour les problèmes migratoires américains. La réponse fut tout aussi simple, mais d'une dignité retentissante. Non. Ce refus n'est pas un simple caprice diplomatique ou une posture politique éphémère. Il représente un tournant historique dans les relations entre l'Afrique et l'Occident, un moment où la soumission cède enfin la place à l'affirmation souveraine. Pendant des décennies, le continent africain a été traité comme une arrière-cour où les grandes puissances pouvaient déverser leurs problèmes, imposer leur volonté et dicter leurs conditions. Les dirigeants africains, paralysés par la peur de perdre l'aide internationale ou d'affronter des sanctions économiques, acceptaient l'inacceptable, sourire aux lèvres et main tendue. Cette soumission chronique avait transformé la dignité nationale en monnaie d'échange, sacrifiée sur l'autel d'une dépendance savamment orchestrée. Le Burkina Faso vient de briser ce cycle infernal avec une audace qui sidère autant qu'elle inspire. Dans les rues de Ouagadougou, la capitale burkinabé, l'annonce du refus a déclenché une vague d'euphorie populaire d'une intensité rarement vue. Les citoyens sont descendus spontanément dans les rues, non pas pour protester, mais pour célébrer cette victoire de la dignité nationale. Les klaxons résonnaient, les drapeaux burkinabés flottaient fièrement, et les chants de fierté emplissaient l'air d'une énergie électrique. Pour la première fois depuis longtemps, un peuple africain se sentait véritablement représenté par ses dirigeants, défendus plutôt que vendus. Cette fierté collective n'était pas seulement une réaction émotionnelle, mais la manifestation d'un profond désir de respect et d'autonomie qui couvait depuis des générations. Le message était clair, le temps de l'humiliation est révolu et une nouvelle ère commence. La stupeur dans les capitales occidentales est palpable. Les diplomates américains et européens, habitués à voir leurs demandes acceptées avec docilité, se retrouvent face à un mur d'intransigeance inattendue. Comment ce pays, souvent présenté dans les médias occidentaux comme fragile et dépendant, a-t-il trouvé le courage de défier ouvertement la première puissance mondiale? Les stratèges politiques se perdent en conjectures, les analystes revoient leur grille de lecture et les chancelleries envoient des télégrammes urgents pour comprendre cette nouvelle donne. Ce n'est pas simplement un refus diplomatique, c'est un séisme géopolitique qui remet en question des décennies de relations asymétriques. Le Burkina Faso a démontré qu'il existe une alternative à la soumission, et cette révélation inquiète profondément ceux qui bénéficiaient du statu quo. Dans les palais présidentiels africains, le malaise s'installe comme un invité non désiré. Les chefs d'État qui ont accepté les demandes américaines, souvent moyennant quelques millions de dollars, ou par crainte de représailles, observent avec nervosité la popularité croissante du Burkina Faso. Leur propre population commence à poser des questions embarrassantes. Pourquoi nos dirigeants n'ont-ils pas eu le même courage? Pourquoi avons-nous accepté de devenir des dépotoirs pour les problèmes des autres? Cette comparaison défavorable met en lumière la lâcheté de certains leaders africains, trop préoccupés par leurs intérêts personnels
pour défendre la dignité de leur nation. Le vent tourne, et ceux qui ont cédé se retrouvent maintenant du mauvais côté de l'histoire. La pression populaire monte, et le modèle burkinabé devient un étalon auquel tous les dirigeants africains seront désormais mesurés. Le choix du Burkina Faso comporte indéniablement des risques considérables. Washington ne laissera pas passer cet affront sans réagir, et les menaces se profilent déjà à l'horizon. Suspension des visas, gel de l'aide internationale, sanctions économiques, campagne de dénigrement dans les médias occidentaux. L'arsenal diplomatique américain est redoutable et nombreux sont ceux qui prédisent l'isolement du Burkina Faso sur la scène internationale. Certains analystes parlent déjà d'un pays qui aurait signé son arrêt de mort économique, condamné à la marginalisation pour avoir osé dire non. Mais ces prédictions pessimistes ignorent un élément fondamental. La dignité retrouvée est une force plus puissante que n'importe quelle menace économique. Un peuple qui se respecte est prêt à endurer des difficultés temporaires plutôt que d'accepter une humiliation permanente. Si lui, le Burkina Faso, tient bon face aux pressions, il pourrait bien devenir le catalyseur d'une transformation continentale. Son exemple montre qu'il est possible de résister aux grandes puissances sans que le ciel ne tombe sur nos têtes. D'autres nations africaines, inspirées par ce courage, pourraient suivre le même chemin et refuser à leur tour de se plier aux diktats extérieurs. Imaginez un continent où chaque pays défendrait fermement sa souveraineté, où les dirigeants placeraient la dignité de leur peuple au-dessus des intérêts étrangers, où l'Afrique parlerait d'une seule voix puissante sur la scène internationale. Ce scénario, longtemps considéré comme une utopie, devient soudainement envisageable grâce au Burkina Faso. La possibilité d'une Afrique véritablement indépendante, maîtresse de son destin et de ses ressources, n'a jamais semblé aussi proche. La jeunesse africaine observe cette situation avec une attention sans précédent. Sur les réseaux sociaux, les hashtags en soutien au Burkina Faso prolifèrent, rassemblant des millions de jeunes Africains de Dakar à Nairobi, de Lagos à Johannesburg. Cette génération, éduquée et connectée, refuse d'accepter les compromissions de leurs aînés. Ils voient dans le geste du Burkina Faso non pas une simple décision politique, mais un symbole de ce que l'Afrique pourrait devenir si elle osait croire en elle-même. Ces jeunes ne veulent plus entendre parler de complexes d'infériorité ou de dépendance perpétuelle. Ils aspirent à une Afrique fière, prospère et respectée, et le Burkina Faso vient de leur montrer que cette aspiration n'est pas un rêve. Impossible, l'enthousiasme de cette jeunesse est contagieux et pourrait bien être le ferment d'une révolution continentale. Le courage du Burkina Faso pose une question fondamentale qui résonne bien au-delà des frontières africaines. Un petit pays peut-il vraiment changer le destin d'un continent entier? L'histoire nous enseigne que les grandes transformations commencent souvent par des actes isolés de bravoure qui inspirent ensuite les masses. La Révolution américaine a commencé avec une poignée de colons refusant l'impôt britannique. L'indépendance de l'Inde a été catalysée par la résistance non violente d'un seul homme. Le mouvement des droits civiques aux États-Unis a été déclenché par une femme refusant de céder sa place dans un bus. Aujourd'hui, le Burkina Faso pourrait bien être ce grain de sable qui enraye la machine de la domination néocoloniale en Afrique. Son refus n'est peut-être qu'une étincelle, mais dans la sécheresse du continent, assoiffé de dignité, une étincelle suffit pour allumer un incendie. Pour comprendre pleinement la portée historique de ce refus, il faut examiner le contexte dans lequel il s'inscrit et les forces en présence. Derrière les déclarations officielles et les communiqués diplomatiques se cache un système complexe de pression, de chantage et de compromission qui façonne depuis des décennies les relations entre l'Afrique et l'Occident. Le Burkina Faso ne fait pas que refuser une demande américaine. Il remet en question tout un édifice de domination savamment construit et méticuleusement entretenu.
Cette décision courageuse nous invite à décortiquer les mécanismes de cette domination, à comprendre pourquoi si peu de dirigeants osent résister, et à imaginer ce que pourrait être une Afrique véritablement libérée de ces chaînes, invisibles mais terriblement réelles. Le voyage que nous entreprenons maintenant nous mènera au cœur d'un système que beaucoup préfèrent ignorer, mais que le Burkina Faso a choisi de défier frontalement. Derrière les sourires diplomatiques et les poignées de main devant les caméras se cache une réalité brutale que peu osent nommer. Depuis le retour de l'administration américaine aux politiques d'expulsion massive, Washington a élaboré un plan d'une cynisme déconcertant, expulser plusieurs millions de personnes de son territoire, mais que faire lorsque leur pays d'origine refuse de les reprendre? La solution trouvée révèle toute la perversité du système néocolonial moderne. Plutôt que de respecter le droit international ou de trouver des solutions humaines, les États-Unis ont décidé d'imposer ces expulsés à des pays tiers, principalement africains, en échange de compensations financières dérisoires ou sous la menace de sanctions économiques. Ce mécanisme transforme les nations africaines en dépotoirs humains, en extension des problèmes migratoires occidentaux, sans aucune considération pour leur souveraineté ou leur dignité. Le processus est bien rodé et s'appuie sur la vulnérabilité économique chronique de nombreux pays africains. Les émissaires américains arrivent avec leurs attachés-cases remplis de promesses, quelques millions de dollars d'aide, des programmes de développement, des facilités commerciales ou simplement l'absence de représailles. Face à ces gouvernements souvent asphyxiés financièrement, endettés jusqu'au cou et dépendant de l'aide internationale pour fonctionner, la pression est immense. Refuser signifie potentiellement perdre des financements cruciaux, voir ses exportations bloquées, subir des campagnes de déstabilisation ou être isolé diplomatiquement. Accepter, en revanche, garantit la continuation du flux d'aide et la bienveillance de Washington. C'est un chantage pur et simple, mais exécuté avec le vernis de la légalité diplomatique et présenté comme une coopération volontaire. Les victimes de ce système ne sont pas seulement les expulsés, mais aussi les peuples africains qui voient leur pays transformé en variable d'ajustement des politiques migratoires occidentales. Les exemples de cette soumission sont aussi nombreux, mais qu'affligeant les Swatini, petit royaume enclavé d'Afrique australe, a accepté d'accueillir 5 personnes expulsées, un chiffre dérisoire mais hautement symbolique. Le message est clair, même les plus petits pays doivent obéir. Le Soudan du Sud, ravagé par des années de guerre civile, avec une infrastructure en ruine et une population souffrant de famine, a néanmoins trouvé les ressources pour accueillir 8 expulsés supplémentaires. L'absurdité de la situation est flagrante. Un pays incapable de nourrir ses propres citoyens accepte d'accueillir des étrangers pour complaire à Washington. Le Rwanda a poussé la complaisance encore plus loin en ouvrant ses portes à 250 personnes, démontrant ainsi son statut de partenaire privilégié de l'Occident. Le président rwandais a même présenté cette décision comme un acte humanitaire, masquant habilement la transaction sous-jacente. Le Ghana, patrie du grand Kwame Nkrumah, celui-là même qui prônait l'unité africaine et l'indépendance totale du continent, a accepté sans broncher ses premiers expulsés. L'ironie historique est cruelle. Le pays, qui fut à l'avant-garde de la lutte anticoloniale, se retrouve aujourd'hui à plier devant une nouvelle forme de domination. Les statues de Nkrumah, qui ornent les places d'Accra, semblent aujourd'hui pleurer silencieusement sur la trahison de son héritage. L'Ouganda a suivi le mouvement, justifiant sa décision par des arguments techniques et prétendant qu'il s'agissait d'une mesure provisoire. Mais chacun sait qu'en matière de soumission, le provisoire devient rapidement permanent. Ces exemples illustrent la facilité avec laquelle les principes sont sacrifiés sur l'autel de la realpolitik et des intérêts immédiats.
Chaque acceptation renforce le système, normalise l'inacceptable et rend la résistance plus difficile pour les autres. Ce qui rend ce système particulièrement pernicieux, c'est son caractère insidieux. Les gouvernements africains qui acceptent ces deals peuvent toujours invoquer la nécessité économique, l'aide au développement, ou même l'humanitarisme pour justifier leurs décisions. Les médias occidentaux, complices conscients ou inconscients, présentent ces arrangements comme des accords de coopération mutuellement bénéfiques. Les populations locales, souvent tenues dans l'ignorance des détails de ces transactions, apprennent l'arrivée de ces expulsés après coup devant le fait accompli. Il n'y a pas de débat public, pas de consultation populaire, pas de transparence. Les dirigeants décident dans l'ombre, signent des accords secrets et transforment leur pays en extension administrative des politiques migratoires occidentales. Cette opacité est essentielle au maintien du système, car si les peuples africains réalisaient pleinement l'humiliation que représentent ces accords, la colère populaire pourrait balayer ces gouvernements complaisants. Les conséquences de ce système dépassent largement la simple question migratoire. Chaque fois qu'un gouvernement africain accepte ces conditions, il envoie un message clair au monde entier. L'Afrique est toujours disponible pour absorber les problèmes des autres. Ses dirigeants sont toujours prêts à sacrifier la dignité nationale pour quelques dollars. Sa souveraineté est négociable. Ce message perpétue les stéréotypes néocoloniaux et renforce la perception de l'Afrique comme un continent passif, sans volonté propre, éternellement dépendant de la bienveillance occidentale. Les jeunes Africains, témoins de ces compromissions répétées, développent un cynisme profond envers leurs propres institutions et dirigeants. Comment peuvent-ils croire en un avenir meilleur quand leurs leaders vendent leur dignité pour si peu? Comment peuvent-ils développer une fierté nationale quand leur pays est traité comme une décharge? Ce système ne détruit pas seulement la souveraineté politique, il érode également la confiance sociale et l'estime de soi collective. Au cœur de cette dynamique se trouve une question fondamentale de pouvoir et de psychologie. Pourquoi tant de dirigeants africains acceptent-ils si facilement ces humiliations? La réponse est complexe et multifactorielle. Certains sont véritablement contraints par des circonstances économiques désespérées, leur pays étant si dépendant de l'aide extérieure qu'ils n'ont apparemment pas d'autre choix. D'autres sont cyniques, profitant personnellement de ces arrangements à travers des commissions et des faveurs qui remplissent leurs comptes bancaires offshore. D'autres encore souffrent d'un complexe d'infériorité profondément ancré, un héritage du colonialisme qui leur fait croire que dire non à l'Occident est impossible ou suicidaire. Cette mentalité de coloniser, analysée brillamment par des penseurs comme Frantz Fanon, continue de hanter les élites africaines des décennies après les indépendances nominales. Le véritable pouvoir du système néocolonial ne réside pas tant dans sa force brute que dans sa capacité à convaincre ses victimes de leur propre impuissance. C'est dans ce contexte accablant qu'émerge le refus du Burkina Faso, éclatant comme un coup de tonnerre dans un ciel d'orage. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, le pays a immédiatement et catégoriquement rejeté la demande américaine. Pas de tergiversation, pas de négociation secrète, pas de recherche de compromis. Juste un non ferme et définitif, prononcé publiquement et assumé pleinement. Ce refus n'est pas le résultat d'un calcul politique complexe ou d'une stratégie diplomatique élaborée. C'est l'expression d'un principe simple, mais révolutionnaire. La dignité nationale n'est pas à vendre. Traoré et son gouvernement ont compris que certaines choses ne peuvent être négociées sans perdre son âme. Accepter de transformer le Burkina Faso en dépotoir pour les problèmes migratoires américains aurait été une trahison du peuple burkinabé et une négation de toutes les luttes pour l'indépendance et la souveraineté. Le refus
était donc non seulement nécessaire, mais inévitable pour tout dirigeant ayant encore un minimum d'honneur. La riposte américaine ne s'est pas fait attendre. Washington a immédiatement suspendu l'émission de visas pour les citoyens burkinabés, un geste calculé pour punir non seulement le gouvernement, mais aussi la population. Des menaces voilées de sanctions économiques ont circulé dans les couloirs du département d'État et des campagnes de dénigrement ont commencé à apparaître dans certains médias occidentaux, présentant le Burkina Faso comme un pays instable et ses dirigeants comme irresponsables. Cette réaction révèle la nature profondément autoritaire des relations néocoloniales. Tout refus de se soumettre est immédiatement puni. Le message envoyé aux autres pays africains est clair. Voilà ce qui arrive à ceux qui osent dire non. Mais contrairement à ce qu'espérait Washington, cette stratégie d'intimidation a eu l'effet inverse. Au lieu de plier, le Burkina Faso a redoublé de détermination, dénonçant publiquement le chantage américain et appelant les autres nations africaines à faire de même. Le gouvernement burkinabé a transformé cette confrontation en une question de principe qui dépasse largement les intérêts du seul Burkina Faso. Au cœur du refus burkinabé se trouve un homme qui incarne une rupture générationnelle profonde avec les dirigeants africains traditionnels. Le capitaine Ibrahim Traoré n'a que 37 ans, faisant de lui l'un des plus jeunes chefs d'État du continent. Sa jeunesse n'est pas un détail biographique anodin, mais le symbole d'un changement de mentalité radical. Contrairement à la génération précédente de dirigeants africains, souvent formés dans les écoles coloniales et imprégnés d'une mentalité de subordonnés, Traoré représente une génération qui a grandi dans une Afrique nominalement indépendante mais toujours dominée. Cette génération n'a pas connu le colonialisme direct, mais elle a vécu les frustrations du néocolonialisme, observant comment les promesses d'indépendance se sont transformées en nouvelles formes de dépendance. Elle a vu les ressources du continent pillées sous couvert d'accords commerciaux, les dirigeants corrompus, enrichis pendant que les populations s'appauvrissaient et les interventions étrangères justifiées par des prétextes humanitaires. Cette expérience a forgé une détermination nouvelle. Il est temps de véritablement décoloniser l'Afrique, non pas seulement en changeant les drapeaux, mais en reprenant le contrôle effectif du destin du continent. L'audace de Traoré ne se limite pas aux déclarations verbales ou aux postures symboliques. Depuis son arrivée au pouvoir, il a engagé une série de ruptures radicales qui témoignent d'une volonté réelle de transformation. La première et la plus spectaculaire fut la rupture avec la France, ancienne puissance coloniale qui maintenait une influence écrasante sur le Burkina Faso à travers des accords militaires, économiques et monétaires. Traoré a dénoncé ces accords, exigé le départ des troupes françaises et remis en question la pertinence du franc CFA, cette monnaie qui lie 14 pays africains à la politique monétaire française et limite drastiquement leur souveraineté économique. Cette rupture n'était pas une décision impulsive ou émotionnelle, mais le résultat d'une analyse froide de la situation. Tant que le Burkina Faso resterait dans l'orbite française, il ne pourrait jamais véritablement contrôler son destin. La souveraineté n'est pas un concept abstrait, c'est la capacité concrète de prendre des décisions dans l'intérêt de son peuple sans ingérence extérieure. La deuxième rupture majeure concerne les ressources naturelles, notamment l'or, dont le Burkina Faso possède des réserves considérables. Pendant des décennies, les mines d'or burkinabais étaient exploitées par des compagnies étrangères qui emportaient la quasi-totalité des profits, laissant au pays quelques miettes sous forme de redevances dérisoires. Les populations vivant à proximité des mines ne voyaient aucun bénéfice de cette richesse extraite de leur sol, tandis que les multinationales minières accumulaient des fortunes colossales. Traoré a décidé de mettre fin à ce pillage organisé en renégociant les contrats miniers, en augmentant la part de l'État dans les bénéfices et surtout en développant une capacité nationale de transformation de l'or. L'objectif
n'est pas simplement d'extraire plus d'or, mais de créer une chaîne de valeur complète sur le territoire burkinabé, générant ainsi des emplois qualifiés, du savoir-faire technique et une véritable richesse nationale. Cette stratégie de valorisation locale des ressources est la clé de l'indépendance économique et du développement durable. La troisième transformation majeure est l'alliance des États du Sahel, créée avec le Mali et le Niger, deux pays voisins ayant connu des transitions politiques similaires. Cette alliance n'est pas un simple accord diplomatique de plus, mais une tentative ambitieuse de créer un bloc régional capable de peser face aux grandes puissances. Les trois pays partagent des défis communs: la menace terroriste, l'ingérence étrangère, la pauvreté persistante et la nécessité de diversifier leurs économies. Ensemble, ils représentent un marché de près de 60 millions d'habitants, des ressources naturelles abondantes et un potentiel économique considérable. L'Alliance vise à coordonner les politiques de défense, à harmoniser les politiques économiques et à parler d'une seule voix sur la scène internationale. Cette mutualisation des forces est essentielle car aucun pays sahélien ne peut, seul, résister aux pressions extérieures ou surmonter ces défis structurels. L'union fait la force, ce vieil adage prend ici tout son sens stratégique. Face à ces choix radicaux, les réactions hostiles ne se sont pas fait attendre. Les sanctions et les menaces se sont multipliées. Suspension de l'aide au développement, fermeture des ambassades, gel des avoirs à l'étranger, campagne médiatique de dénigrement présentant Traoré comme un dictateur dangereux. Les mots « médias occidentaux », souvent prompts à dénoncer les violations des droits humains en Afrique, se sont soudainement découverts une préoccupation intense pour la situation burkinabé, multipliant les reportages alarmistes sur l'instabilité supposée du pays. Cette offensive médiatique coordonnée n'est pas le fruit du hasard, mais une stratégie délibérée visant à isoler le Burkina Faso et à décourager d'autres pays de suivre son exemple. Le message implicite est clair: la désobéissance se paie cher, mais contrairement aux attentes de ses adversaires, ces pressions n'ont fait que renforcer la détermination du gouvernement burkinabé et le soutien populaire dont il bénéficie, car c'est là un élément crucial, souvent négligé. Dans les analyses extérieures, le peuple burkinabé soutient massivement ces transformations. Ce n'est pas un régime imposé par la force ou maintenu par la répression, mais un projet national porté par une large adhésion populaire. Les Burkinabés sont fatigués de la pauvreté persistante malgré les richesses du sous-sol, lassés de voir leur pays traité comme un pion sur l'échiquier géopolitique, exaspérés par la corruption endémique et l'impunité des élites. Traoré incarne pour eux l'espoir d'un changement réel, d'une rupture avec des décennies de gestion désastreuse et de soumission humiliante. Cette légitimité populaire est la plus grande force du gouvernement burkinabé car elle le rend résilient face aux pressions extérieures. Un dirigeant soutenu par son peuple peut tenir face à l'adversité, tandis qu'un dirigeant isolé et contesté s'effondre rapidement. C'est cette alchimie entre leadership audacieux et soutien populaire qui rend la révolution burkinabé si différente des nombreux coups d'État qui ont ponctué l'histoire africaine. La stratégie de développement mise en œuvre par le Burkina Faso repose sur un principe fondamental: celui qui te nourrit te possède. Cette maxime, souvent répétée par Traoré, résume toute la philosophie de l'indépendance véritable. Un pays qui dépend de l'aide alimentaire extérieure perd sa souveraineté. Un pays qui importe tout ne contrôle rien. Un pays qui ne valorise pas ses propres ressources reste éternellement pauvre malgré ses richesses. La solution réside donc dans l'autosuffisance progressive, non pas comme repli autarcique, mais comme stratégie de renforcement des capacités nationales. Le Burkina Faso investit massivement dans l'agriculture pour atteindre la sécurité alimentaire, dans l'éducation pour former une main-d'œuvre qualifiée
dans les infrastructures pour connecter le territoire et dans l'industrie pour transformer localement les matières premières. Ces investissements ne produiront pas de résultats immédiats, mais ils posent les bases d'une prospérité durable et autonome. Cette vision à long terme contraste radicalement avec la mentalité de court terme qui prévaut souvent en politique africaine. Trop de dirigeants pensent au prochain cycle électoral, au prochain décaissement d'aide, au prochain sommet international. Traoré pense en termes de génération, de transformation structurelle, de construction d'un État véritablement souverain. Cette approche nécessite de la patience, de la discipline et la capacité d'endurer des difficultés temporaires pour un gain futur. Elle nécessite également de mobiliser toute la société autour d'un projet commun, de créer un sentiment d'unité nationale qui transcende les divisions ethniques et régionales. Le Burkina Faso a la chance d'avoir une longue tradition de lutte populaire et de conscience politique, héritée notamment de la révolution de Thomas Sankara dans les Pulo-Tatino, années 80. Sankara, assassiné pour avoir osé défier l'ordre néocolonial, reste une référence morale et politique pour de nombreux Burkinabés. Traoré s'inscrit explicitement dans cet héritage, reprenant plusieurs de ses idées tout en les adaptant au contexte actuel. Le refus de la soumission commence également à produire des résultats tangibles qui démentent les prophéties catastrophistes. Contrairement aux prédictions d'effondrement économique et d'isolement total, le Burkina Faso attire de nouveaux partenaires commerciaux et des investisseurs intéressés par la stabilité politique relative du pays et la clarté de sa vision. Des pays comme la Russie, la Chine, la Turquie et plusieurs nations du Golfe ont intensifié leurs relations avec Ouagadougou, voyant dans ce pays un partenaire fiable et un marché potentiel. Ces nouveaux partenariats ne remplacent pas simplement les anciens liens occidentaux par de nouvelles dépendances, mais diversifient les options du Burkina Faso et réduisent sa vulnérabilité aux pressions d'un seul bloc. La diversification des partenaires est une stratégie géopolitique classique, mais rarement mise en œuvre avec succès par les pays africains. Le Burkina Faso démontre qu'elle est possible et bénéfique. Merci pour tous vos commentaires incroyables sur cette révolution burkinabé. Si cette histoire vous a inspiré, laissez un like massif maintenant. Mais attendez, ce que le capitaine Traoré prépare pour les prochains mois va encore plus loin et personne ne s'y attend. Abonnez-vous et activez la cloche pour découvrir la suite de cette confrontation historique entre l'Afrique et l'Amérique.